Samedi le 29 juillet à 16 heures, au Festival de Lanaudière, il y aura la présence de ce musicien exceptionnel qui est avec nous aujourd'hui. Marc-André Hamelin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marc-André. Marc, vous avez trouvé le moyen de toujours vous attaquer à ce qu'il y a de plus difficile dans les répertoires, que ce soit de Beethoven, que ce soit de Brahms, mais là, tout à coup, avec les intégrales, mais là, tout à coup, vous nous arrivez et proposez le troisième concerto de Rachmaninoff, qui bon, injouable pour certains. Oui. Il faut que j'ouvre une parenthèse parce que je ne me suis jamais vraiment attaqué à telle ou telle musique parce qu'elle était injouable ou difficile. J'étais dans tous les cas, j'ai été attiré par leur qualité musicale. C'est sûr que bon, j'ai un goût pour la densité, pour le contrepoint, pour l'écriture orchestrale au piano. Et ça veut souvent dire que ces œuvres-là sont très difficiles. Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça me plaît. Et évidemment, le troisième concerto de Rachmaninoff, bon, tout le monde le connaît. C'est un peu moins difficile, justement, en vertu du fait que c'est une pièce qui est très, très, très connue. Donc, on sait déjà un peu, comme on dirait bien en bon canadien, on connaît la toune. Alors, à ce moment-là, c'est peut-être un petit peu moins difficile de déchiffrer une partition comme celle-là parce que je peux vous dire, si vous ne l'avez jamais vu, que les pages sont presque noires de notes. Mhm. Et c'est pas une exagération. Euh, mais justement, le fait que la pièce soit aussi connue qu'elle le soit, évidemment, ça nous aide à surmonter les difficultés, au moins en partie. Mais il faut dire que c'est Yannick Nézet-Séguin qui dirigera l'Orchestre métropolitain. Alors, on est en confiance quand c'est Yannick qui dirige, n'est-ce pas? Ben, Yannick, c'est une espèce je dirais, une colonne vertébrale, s'il faut trouver une métaphore. Non seulement au point de vue de la solidité, mais au point de vue ben, je n'ai pas à prouver ses dons extraordinaires de musicien. Hein. Ça a toujours été un immense plaisir de travailler avec lui. On se sent toujours en sécurité, puis on peut essayer des choses, on n'est pas gêné. Je veux dire, il y a toujours une place laissée à la grande créativité. Et puis, au point de vue humain, c'est quelqu'un qui a tant de respect pour ses confrères et consoeurs. On se sent vraiment, on ne pourrait pas se sentir plus confortable et plus stimulé, en fait, et plus, comment je dirais, enfin, c'est ça, plus stimulé. Alors, pour moi, je pense que c'est difficile d'avoir des meilleures conditions. Mhm. Et c'est pas la première fois donc que tu joues avec Yannick. Non, 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 ça fait plusieurs fois quand même. Ouais, ça fait plusieurs fois. Même aussi en Europe, on a fait une première, une création d'un concerto pour piano de Mark Anthony Turnage, qui est britannique. Et ça avait été commandé par l'orchestre de Rotterdam, dont il était titulaire à ce moment-là. Et puis on a amené ça à Anvers aussi. Et puis on a fait trois exécutions, pardon, avec l'Orchestre de Philadelphie, parce qu'ils étaient co-commanditaires de l'œuvre. Et puis, évidemment, il y a toutes les occasions où on a joué ensemble à la Naudière, justement. On a fait les deux Brahms ensemble, on a fait tous les Beethoven l'an dernier. Alors, c'est toujours une expérience extraordinaire de se retrouver avec lui. Euh, Ça m'inspire grande, grande confiance. Marc-André, tu as exploré sans doute en profondeur le troisième concerto de Rachmaninoff. Qu'est-ce que tu y as découvert? C'est un petit peu difficile de parler de cette œuvre-là objectivement parce que je la connais littéralement depuis que je suis enfant. Parce que, bon, pas pour la jouer évidemment, mais pour l'écouter, pour l'avoir écouté, parce que mon père était très bon pianiste amateur et il y a toujours des disques qui jouaient continuellement à la maison. Alors, j'ai entendu évidemment beaucoup, beaucoup de choses, mais cette œuvre-là, il l'affectionnait particulièrement. Il en a même travaillé certaines sections lui-même parce qu'il était bon, il avait quand même une très bonne technique. Euh,
Donc, l'apprentissage aurait pu être plus difficile si j'étais parti de rien du tout, mais je connaissais déjà l'œuvre. Et je pense que c'est d'ailleurs le cas pour la plupart des jeunes qui apprennent cette œuvre-là. Ils savent déjà un peu, they know how it goes. Ils savent comment ça sonne déjà. Alors, après ça, ben, il est tout simplement question de déchiffrer la partition. C'est ce qui est évidemment pas la, 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 le- euh, la moindre tâche. Et puis, il faut aussi conquérir les difficultés pianistiques qui sont aussi assez considérables. Et comme je dis, il faut avoir une grande concentration aussi. Je Et pense, ça aide quand même pas mal d'avoir une main très, très, très grande. Oui. Ce qui est mon cas. Aucun rapport avec le talent, c'est mon anatomie, c'est tout. Mais Mhm. je suis content quand même de pouvoir... parce que Rachmaninoff avait des mains énormes. Et il faut dire qu'il a un peu écrit pour ses propres mains aussi. Alors, disons que ça aide si on a une main qui approche en taille de la sienne. Quoique, il y a des gens comme, je pense à la pianiste espagnole Alicia de la Rocha, qui avait des mains tout petites, je pense je pense qu'elle elle pouvait étirer jusqu'à une octave, mais quand même, elle a fait des miracles avec cette œuvre-là. Elle l'a enregistrée d'ailleurs. Alors, tout est possible. ce à quoi je faisais référence, Marc-André, c'est la profondeur de l'œuvre. Parce que quand même, c'est une œuvre qui est pas banale, qui n'est pas légère. Mhm. Non, c'est une œuvre qui a qui suscite de grandes émotions. Au point de vue de la forme, c'est une pièce qui est vraiment parfaite. La forme, en fait, globale, c'est basé sur des formes qui sont déjà acceptées, mais Rachmaninoff a quand même, euh, dans ce cadre-là, apporté beaucoup, beaucoup d'innovation. Et évidemment, on ne parle pas des grandes mélodies qui s'y trouvent et des harmonies absolument spectaculaires. Euh, alors, on peut comprendre parfaitement pourquoi c'est une œuvre qui emballe toujours le grand public. Et cette œuvre, c'est ce qui constituera la première partie du concert. En complément du programme, il y aura une autre œuvre de Rachmaninoff, L'île des morts, Mhm. suivie de Les Peins de Rome de Respighi. C'est quand même un programme assez consistant aussi pour l'orchestre de 92 musiciens pour l'occasion à l'amphithéâtre cette fin de semaine. Oui, Euh, ce sont toutes des œuvres que j'aime beaucoup, particulièrement les Peins de Rome. La dernière partie, la péroraison orchestrale à la fin, mon Dieu, je connais peu d'orchestrations qui remplissent si bien une salle et puis qui fassent un effet aussi boeuf. et Marc-André, comment se dessine ton, ton année 2023-2024? Mais il va y avoir des rebondissements. Oui. J'ai quelques enregistrements en liste d'ailleurs. Je suis bien excité. J'avais enregistré la sonate Hammerklavier et l'Appassionata de Beethoven en septembre. Évidemment, ça ne paraîtra pas avant peut-être une douzaine de mois, je crois. Mais j'avais fait aussi un disque qui va regrouper des œuvres beaucoup, beaucoup plus récentes, Stockhausen, Frank Zappa et des choses comme ça. Ah, ouais. Mais j'ai fait aussi récemment un disque de mes propres pièces pour piano, ce qui devrait paraître, je pense, au début de l'année prochaine. Et ma prochaine parution, en fait, ce sont toutes les nocturnes et les barcaroles de Gabriel Fauré. Ça paraît en septembre, le 1er septembre. Et cet enregistrement-là aussi va contenir la suite Dolly pour quatre mains que j'ai enregistrée avec Kathy Fuller, qui est ma femme, qui a eu une formation de pianiste. C'est particulier, ça, et ça doit être particulièrement aussi émotif de s'embarquer dans un projet comme ça. Ah, Avec, ouais. ça a été amusant. J'essaie de l'imaginer ici. Et c'est un défi, Ouais, c'est un défi. mais là, tu as passé un petit peu vite. Tu composes alors. Voilà. Oui. Quel style? Oh mon Dieu, je dis toujours qu'il faut demander ça à d'autres, mais je peux vous dire dans les plus grandes lignes
que je compose de la musique qui est, la plupart du temps, qui est tonale, mais avec des harmonies très, très recherchées. J'ai écrit quelques pièces atonales. D'ailleurs, vous parliez de Jean-Guyen Queyras tout à l'heure. J'ai écrit une pièce pour violoncelle et piano qui s'appelle Four Perspectives et qu'on a exécutée ensemble il y a 3 ou 4 ans au Festival de Heidelberg en Allemagne. Alors, est-ce qu'il y aura un projet de mettre ça sur disque éventuellement? Éventuellement, oui. J'en doute pas. Alors, Mais c'est une il faudra trouver le bon cadre quand même. Oui, c'est ça. Mais la discographie prend une enflure là, parce qu'il y en a déjà pas mal. Et là, avec quelle maison de disques vous allez travailler cette fois? Principalement avec la maison de disques Hyperion, qui est britannique. J'ai fait... Je les compte encore, c'est épouvantable. Je les compte encore. Je suis rendu avec eux avec 63 disques chez eux, 63 parutions, et j'en ai fait 22 sur d'autres étiquettes. Donc, ça fait 85. Il faut être prétentieux quand même pour encore compter ces disques quand on est... Non, il faut juste être conscient qu'ils existent et puis... faut être fort en j'en suis fier. mathématiques, tout simplement. Pardon? Faut être fort en mathématiques, c'est tout. Mais j'en suis fier quand même. Et je suis fier d'être associé à une maison de disques comme Hyperion, qui est à peu près le label indépendant le plus, je pense, le meilleur au monde. Puisqu'il est question de votre douce moitié, comment se porte sa carrière? À qui? À votre épouse. Ben, c'est-à-dire qu'elle a reçu une formation de pianiste, mais en fait, elle est animatrice de radio classique de sa profession. D'accord. Et elle travaille à quel endroit? C'est à Boston. Nous sommes à Boston, nous demeurons à Boston, et elle diffuse sur le poste WCRB qui appartient au WGBH, qui est une grande firme de radio publique et télévision publique aussi. Le radioman en moi doit aller faire une incursion à Boston, ça c'est clair. Marc-André, où peut-on trouver toutes les dates de tes concerts à venir? marcandréhamelin.com. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui. Alors, on donne rendez-vous au public. Il reste encore de la place à l'amphithéâtre parce que pas beaucoup dans l'amphithéâtre, mais pas il en beaucoup reste... sur le toit, mais le gazon, c'est toujours possible d'avoir des billets à partir de 25 $. C'est vraiment pas cher pour un programme d'une telle envergure avec. Et nous l'espérons sans pluie. Oui, on le souhaite, bien Et en sûr. fin d'après-midi, généralement, le vent, comme dirait l'ancien chroniqueur de baseball, le vent est immobile. Oui. Alors, à ce moment-là, on peut prendre son aise et entendre quand on est dans le jardin aussi bien que si on est évidemment sur le toit. Alors, le concert, samedi 29 juillet à 16h à l'amphithéâtre Fernand-Lévy. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci.